Nous allons nous intéresser dans cette partie aux situations où le circuit conducteur est immobile et soumis à un champ magnétique variable. Pour commencer, on va regarder le principe de la génératrice synchrone, qui est un dispositif technique omniprésent dans nos sociétés, vu que chaque centrale de production d'énergie possède une telle génératrice pour transformer une énergie mécanique en énergie électrique. Alors je vous propose d'étudier ça à l'aide d'une maquette simplifiée qui comporte ici une simple bobine aux bornes de laquelle on a branché une carte d'acquisition pour mesurer la tension et un aimant qui va pouvoir tourner autour de cet axe. Le pôle nord est repéré ici et son pôle sud ici. Cet aimant en tournant va créer un champ magnétique variable. Pour l'instant, ce champ magnétique est orienté comme ceci. Il rentre dans la bobine et produit un flux maximal. Et lorsque l'aimant va tourner, eh bien, ce champ magnétique va se modifier et donc le circuit immobile va avoir un champ magnétique variable, ce qui va produire une tension induite. Regardons ce qui se passe au niveau de la carte d'acquisition. Voici la forme de la tension qu'on obtient aux bornes de la bobine. Elle n'est pas forcément très sinusoïdale, et pour essayer de comprendre sa forme, on va essayer de calculer le flux qui traverse cette bobine au cours du temps. Pour ça, on va utiliser la loi de Faraday. On a utilisé ici l'onglet Calcul, qui nous permet de calculer la primitive de la tension E à 0. Et puis ensuite, on a calculé le flux en prenant moins cette primitive. J'ai rajouté la moyenne pour remettre ce flux autour de 0. Et donc, on a exploité ici E égale moins dφ sur dt. Et donc, phi égale moins la primitive de E. Et vous voyez, j'ai tracé ce flux en rouge ici sur l'autre échelle. Il est beaucoup plus petit. Et regardez ici, cette courbe, c'est le flux phi à travers la bobine. Alors on constate effectivement que là le flux est maximum, ici il va diminuer, et lorsqu'il diminue, sa dérivée est négative, et pendant toute cette phase-là, eh bien la tension est effectivement positive. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette forme accidentée? On va regarder ici la vidéo pour essayer de comprendre un petit peu cette courbe de flux. L'instant initial où le flux est maximum correspond à la situation où l'aimant est aligné avec la bobine. Lorsque celui-ci va se mettre à tourner, son flux va diminuer, jusqu'à devenir nul lorsque la bobine est perpendiculaire à l'aimant, pour finalement s'inverser et devenir négatif lorsque l'aimant est orienté dans le sens opposé. On remarque au cours de cette décroissance, il y a deux pentes. Une pente très importante ici, une pente moins forte, et à nouveau une pente importante qui vont être responsables de cette forme ici un petit peu en dents de scie. Cette pente-là est due au fait qu'il y a un noyau de fer, et lorsque l'aimant est en face du noyau de fer, le flux est beaucoup plus important qu'il ne le serait sans noyau. Sans noyau, il serait à peu près comme ça. Et là, le noyau de fer augmente brutalement le flux, ce qui produit ici une surtension importante. Dans les machines, évidemment, cet effet est compensé en mettant de la tôle partout pour guider les lignes de champ. Donc au moment ici, vous voyez, où l'aimant quitte le noyau de fer, eh bien, on a ce changement de pente ici qui est responsable de cette partie-là. Dans une vraie génératrice, tous ces effets-là sont compensés, comme je le disais. Et donc, si on cherche ici à voir la forme de la tension, on va pouvoir en fait la modéliser. Vous voyez, la tension est représentée là. Et là, j'ai mis un modèle sinusoïdal qui va correspondre à ce qu'on obtiendra dans une vraie génératrice si on a réussi à bien lisser sa tension. On peut faire la même chose pour le flux, avec ici la fondamentale qui suit ce flux-là. Et en représentant les deux, vous voyez que ces deux courbes expérimentales qui n'étaient pas au début très lisibles peuvent finalement s'interpréter comme un flux qui varie sinusoïdalement au fur et à mesure où l'aimant est face à la bobine, perpendiculaire à la bobine, opposé à la bobine, et la tension vaut bien l'opposé de la dérivée. Je vous rappelle qu'ici le flux diminue, sa dérivée est négative, c'est bien la phase où la tension est positive. La tension s'annule en fait chaque fois que le flux est maximal, c'est-à-dire chaque fois que le rotor est aligné avec la bobine. Pour générer une tension triphasée, on va mettre cette fois-ci non pas une, mais trois bobines qui sont spatialement décalées de 2π/3 dans l'espace. Et si on enregistre les tensions aux bornes de ces trois bobines, on va obtenir des tensions qui sont déphasées dans le temps. Voyons ce que ça donne sur la carte d'acquisition. Voilà donc la forme de la tension enregistrée dans la première bobine. On la modélisera plus tard par une sinusoïde. Puis la forme de la tension enregistrée dans la seconde bobine, on voit qu'elle est décalée d'un tiers de période, et enfin dans la troisième. Et si on ajuste par une sinusoïde la modélisation de chacune de ces tensions, on obtient bien
un triphasé qui va pouvoir être utilisé pour transporter l'électricité sans ligne neutre et pouvoir distribuer ainsi de l'énergie électrique sur des grandes distances. Pour terminer, on va aller jeter un coup d'œil à la génératrice d'une centrale nucléaire. Voici une image qui a pu être prise pendant la maintenance du rotor de l'alternateur de la centrale du Tricastin. Vous voyez qu'on est loin d'un aimant qui tourne avec une petite bobine. Il y a ici énormément de conducteurs, à la fois au rotor et au stator qui est là-bas. Je vous laisse aussi prendre la mesure de l'échelle de cette installation qui produit 900 MW pour une tranche de centrale nucléaire. La tension de sortie est de 20 000 volts, ce qui correspond à 45 kA qui circulent. C'est la raison pour laquelle il faut refroidir ces alternateurs. Vous voyez ici, on distingue des barres conductrices qui correspondent à toutes les spires. En fait, il n'y a pas une seule spire. Vous voyez, toutes ces spires sont concentriques. Le bobinage de ces installations est très complexe. Et tout le réseau que vous voyez ici, c'est un système de refroidissement parce qu'évidemment, il y a énormément d'effets Joule avec ces 45 000 ampères et ces 900 MW. Cette énergie, une fois produite, va être injectée sur les réseaux électriques. Mais ça, on va en reparler plus tard avec les transformateurs.